Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire de la Skill Week. Il est 11 h pile, on va comme d'habitude attendre les 2 petites minutes, le temps que tout le monde finisse sa visio précédente et le temps d'arriver peut-être d'installer l'outil. Je suis avec Jean-Baptiste. Bonjour. Bonjour à ceux qui sont en train de nous rejoindre, bienvenue. Donc il est 11h01, on attend encore une petite, allez, 1 minute le temps que tout le monde arrive. Je vois qu'il y a des gens qui arrivent au fur et à mesure là, donc ça permettra de commencer tous ensemble. Ce que je te propose, Victor, le temps que tout le monde arrive, je peux proposer aux participants qui sont déjà là, éventuellement de commencer à utiliser le chat, peut-être pour nous dire qui sont. Est-ce que c'est plutôt, est-ce que vous êtes plutôt organisme de formation, ingénieur pédagogique, curieux? Voilà, n'hésitez pas à utiliser le chat tout au long de la présentation avec plaisir pour échanger, poser des questions. Victor se fera le relais de vos questions pour que je puisse y répondre au fur et à mesure. Mais voilà, si vous voulez l'utiliser déjà d'ores et déjà pour peut-être me dire ce que vous attendez un peu de cette présentation, ça me permettra aussi peut-être d'ajuster le message au fur et à mesure. N'hésitez pas le temps que les autres participants se connectent. Ok, on attend encore allez, une petite minute. Pour l'instant, j'ai pas eu d'éléments sur le chat. Je te transmets quand c'est le cas. Je garde la fenêtre dans un coin de l'œil, mais effectivement, Hmm. au fur et à mesure du déroulé, c'est pas toujours facile de le voir. Ouais, complètement. C'est pour ça que t'inquiète pas, voilà, moi je suis là pour ça et je te transmettrai. Alors, il y a Valérie qui dit, je veux bien réentendre la question. Oui, l'idée c'était de dire dans le chat si vous souhaitez indiquer bah, qui vous êtes, une sorte de tour de table virtuel. Est-ce que vous êtes plutôt organisme de formation, ingénieur pédagogique, entreprise ou autre? Euh, et éventuellement ce que vous attendez de la présentation, ce que vous êtes venu chercher pour que ça me permette d'ajuster, pourquoi pas, les messages en fonction. Ok, donc là je suis conseillère formation dans un CNFA en charge de déployer un dispositif d'évaluation des compétences par les formateurs et tuteurs entreprises. Super, parfait, merci beaucoup du coup pour votre retour. Ok, donc alors après on a une ingénieure pédagogique et formatrice et qui est fan de Siado. Ravi, enchanté, merci. Ok, bon, je vois qu'il est 11h04, donc je propose de commencer. Du coup, bah, écoutez, bonjour à tous, bienvenue à la Skill Week pour qui c'est le premier webinaire. Donc, cet événement, il a pour ambition de réunir l'ensemble des acteurs qui s'interrogent sur l'approche par compétences, que ce soit les organismes de formation, les CFA, les techs, les ingénieurs pédagogiques, mais aussi les entreprises. Donc la Startup Campus Kids, dont je suis le fondateur, est à l'initiative de cette première édition. Et donc durant toute la semaine, on est sur la fin, mais il reste encore 5 webinaires. Toute la semaine, il y aura 2 ou 3 webinaires qui sont proposés par jour et qui auront pour objectif de dresser un peu un état des lieux de l'approche par compétences, d'inspirer des acteurs qui souhaiteraient l'expérimenter, de favoriser les partenariats, notamment entre les organismes de formation et les startups. Et pour ce nouveau webinaire, je suis très content d'accueillir Jean-Baptiste qui va nous parler de l'engagement à l'heure de la formation digitale, enjeu principal pour le développement des compétences. La parole est à toi. S'il y a des questions, je te les transmets. Pour les gens, vous avez accès à un chat, vous pouvez poser des questions, je me ferai le relais auprès de Jean-Baptiste
Et vous avez aussi la possibilité de lever la main à travers l'outil. Il y a une petite main et du coup, parce que vous avez votre micro coupé par défaut, du coup, je pourrais vous ouvrir le micro et vous pourrez à ce moment-là parler. Voilà, Jean-Baptiste, à toi. Merci beaucoup, Victor. Effectivement, et n'hésitez pas à utiliser le chat avec grand plaisir. Et au fur et à mesure, on se ménagera un petit temps de questions-réponses, démos à la fin. Mais voilà, au fur et à mesure, vos questions, ça me permet aussi de réagir et d'ajuster, d'adapter en fonction, puisque le thème qu'on va aborder est extrêmement large. J'ai pour habitude de commencer souvent dans les conférences par les différents mots-clés qu'on a dans le thème, et là on en a beaucoup. On parle d'engagement, on parle de formation, ok, mais de formation digitale, de développement des compétences, qui est quand même le sujet clé de cette Skill Week. Euh, ça fait beaucoup de thématiques, ça fait beaucoup de branches possibles à explorer, surtout sur une heure. Donc, j'ai essayé dans ce webinaire de condenser en fait un certain nombre de retours d'expériences qu'on a pu avoir. Euh, donc, bah, quand même, juste pour commencer, je m'appelle Jean-Baptiste Hérésia, j'ai fondé Siado Partenaire en 2015 avec une volonté qui était justement d'amener à la formation, au départ à la formation initiale en école, une approche un peu différente. À l'époque, on ne savait pas si cette différence s'appellerait de la gamification, des business games, des simulations tournées autour de ça. Et puis, au fur et à mesure, on a affiné. Aujourd'hui, pour présenter très rapidement, en fait, on est une structure qui concevons et animons des formations qu'on considère comme innovantes, en tout cas, nos clients le trouvent, centrées autour de jeux. Et l'objectif, c'est pas tant le jeu en lui-même, mais c'est plutôt favoriser la mise en pratique et le partage d'expériences. Et c'est en ça où on va se coller assez rapidement à ces notions de compétences. Et j'ai hâte d'avoir aussi vos retours là-dessus, euh, avec comme objectif parallèle de replacer le formateur au centre, au cœur de son métier, plutôt dans une logique de transmission, de savoir-faire, justement de passation d'expérience, d'observation de la montée en compétences. Euh, et c'est là où en fait on a misé aujourd'hui sur l'outil digital, on va revenir dans un instant, pour finalement enlever une part du travail du formateur, la part qui pouvait être répétitive, pour se concentrer sur ce côté accompagnement du développement de compétences. Alors dit comme ça peut vouloir dire plein de choses, mais un point sur lequel je voulais revenir, c'est surtout la partie recherche sur l'engagement. On a un pôle recherche aujourd'hui qui est composé d'un docteur et d'un chercheur en intelligence artificielle orientée expérience utilisateur, parce que très rapidement, on s'est rendu compte en fait que tout ce qui catalysait les questionnements, au-delà du fait de est-ce que c'est du jeu, de la mise en pratique, qu'est-ce que c'est qu'une formation qui a réussi ou non, on s'est rendu compte que finalement la notion d'engagement était assez centrale dans tout ça. Donc voilà, aujourd'hui, on pourrait définir sur le fait qu'on travaille sur des moteurs d'engagement. L'objectif étant qu'un apprenant qui démarre une formation, quel que soit son contexte de formation, la termine avec un engagement maximum. Et on va voir ce que ça veut dire et le pourquoi on est parti là-dessus. Voilà un peu pour les présentations. On aura l'occasion peut-être d'en rediscuter. Mais pour continuer dans cette approche, déjà, le premier questionnement que je voulais aborder avec vous, c'est ce mot-clé qu'on a dans cette présentation, la formation digitale. Avant toute chose, je pense qu'il y a une vraie question ici à se poser parce que on le voit avec l'année qui vient de passer et le digital a signifié beaucoup de choses. Mais et là, vous pouvez me dire si on partage ce point de vue. euh, j'ai souvent l'impression que la notion de formation digitale est très vite associée par raccourci à la notion d'e-learning. On se dit, bah voilà, quand on pense formation digitale, si on interroge des parties prenantes de la formation, que ce soit des ingénieurs pédagogiques ou des apprenants, on a très souvent un retour sur oui, l'e-learning.
et l'e-learning avec une perception de quelque chose comme autonome, l'apprenant face à un outil pour emmagasiner un certain nombre de connaissances. Et se pose là effectivement la question de la compétence versus la connaissance. Mais finalement, est-ce que la formation digitale, ça ne signifie que l'e-learning? Je pense pas. Je pense que c'est trop réducteur et pour le coup, se dire utiliser le digital dans la formation, on peut ouvrir le champ des possibilités en se posant ces questions. Est-ce qu'on parle de formation avec ou sans formateur? Est-ce qu'on parle de formation collective ou individuelle? On pourrait tout à fait imaginer, et ça existe, des formations collectives sans formateur, des formations collectives avec, individuelles sans, avec, individuelles avec. Et puis, troisième questionnement derrière, l'aspect présentiel ou distanciel. Finalement, les questions que j'essaie de soulever là par cet échange, c'est de se dire, ben, l'engagement, ok, la formation digitale, ok, mais euh, pensons à ouvrir la notion de digital en se disant, ben voilà, en présentiel, le digital peut aussi arriver et répondre à des besoins liés à l'engagement, pour faciliter le travail du formateur notamment, pour améliorer l'acquisition de compétences de la part de l'apprenant. Et voilà, c'est un peu une lutte quotidienne, j'allais dire, en tout cas un, un sacerdoce pour nous et pour moi en particulier chez Siado d'arriver à communiquer sur le fait que la formation digitale n'est pas que quelque chose qui est de l'e-learning autonome avec un apprenant tout seul, mais c'est bien plus que ça. Et aujourd'hui, des dizaines d'outils digitaux viennent trouver leur place en situation présentielle, collective, avec formateurs, qui finalement, c'est presque l'opposé du stéréotype qu'on peut avoir en tête. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous partagez cet aspect-là. Je regarde si je vois des réponses sur le chat, mais je ne suis pas sûr de les voir, Victor. Donc, j'attendrai Ouais, que tu me dises s'il y en a. je te Pas de souci. transmets, t'inquiète pas. Pour le moment, il y a pas eu de retour, mais je t'interromps après si c'est le cas, Pas de enfin, souci. subtilement. Ok. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça. Bon, moi, en synthèse, vraiment, je défends ce point de vue que le digital doit pouvoir trouver sa place aussi dans des formats où on ne l'attend pas de prime abord et que il participera lui aussi à l'amélioration de l'engagement et du développement des compétences. Euh, on va le voir pourquoi dans un instant, puisque finalement, notre deuxième mot-clé ici, c'est la notion d'engagement. Et là, on est sur un point qui est précis et important. Parce que, donc, bah, pour le coup, là, c'est vraiment les travaux de recherche qu'on a pu mener qui nous ont amené aussi à comprendre ces différences. Mais très souvent, l'engagement va être associé rapidement à la notion de motivation. Euh, Cependant, c'est extrêmement différent puisque en fait, la motivation n'est qu'un des éléments de l'engagement. En fait, la motivation est plutôt contextuelle. Elle peut être issue de tout un tas de choses. Elle peut être issue de l'environnement familial de l'apprenant. Elle peut être issue de son environnement d'apprentissage. Un apprenant en classe peut avoir plus ou moins de motivation à certains moments. Elle peut être issue d'autres parties prenantes autour. Mais l'engagement va plus loin que ça. Si on devait le synthétiser en quelques mots, la motivation, ça va être l'énergie que met l'apprenant dans l'accomplissement d'un but précis. Une tâche, un objectif, un but précis, à ce moment-là, il met de l'énergie pour, bah, ça peut être l'exemple, voilà, je souhaite avoir mon bac, je souhaite avoir mon diplôme, je vais trouver une certaine motivation auprès de relais divers et variés qui vont me permettre d'atteindre ce but précis. Mais dans la motivation, on ne prend pas forcément en compte l'aspect émotionnel qu'il va y avoir autour des situations d'apprentissage, là où l'engagement en fait regroupe tous ces éléments-là. On va trouver d'ailleurs
ce qu'on appelle l'engagement affectif, l'engagement comportemental, l'engagement académique et l'engagement cognitif, 4 types d'engagements différents qui, cumulés, vont permettre à l'apprenant de s'impliquer émotionnellement dans les activités qu'il va avoir à réaliser. Mais l'idée, c'est qu'un apprenant engagé est en fait impliqué émotionnellement au-delà des limites temporelles de l'activité. C'est-à-dire que c'est comme s'il arrivait à décloisonner une activité pédagogique qu'on lui donne pour continuer finalement dans le reste de sa vie à essayer d'appliquer, de comprendre, d'analyser ce qu'il a pu voir dans un contexte d'apprentissage donné. Et c'est là où on peut se dire, finalement, avoir une connaissance, c'est une chose, ça peut relever de la motivation, puisque je peux absorber une info et la restituer en disant effectivement, je le connais. Par contre, avoir une compétence, être capable de mobiliser un certain nombre de réflexes, d'analyses, de décisions dans des contextes qui peuvent être différents, ça nécessite une certaine réflexivité, ça nécessite de la part de l'apprenant le fait de transposer une situation qu'il a pu soit voir dans son apprentissage, soit toucher du doigt. Et c'est à ce moment-là où on peut dire qu'il y a effectivement développement de compétences. Et donc, il semblerait difficile d'associer motivation et compétence si la motivation est limitée à la durée de l'activité. On voit se dessiner le fait que l'engagement est certainement quelque chose de supérieur pour aller effectivement entériner, ancrer quelque chose de plus profond qui s'apparenterait à la compétence. On pourrait le résumer en motivation, effet court terme, engagement, effet long terme. Pareil, on partage, enfin, je partage un point de vue, hein, on peut en débattre, mais du coup, j'associerais motivation court terme, connaissance, même si on peut avoir des connaissances à long terme, ça peut être nécessaire, et engagement long terme, compétences. Euh, voilà un peu, voilà un peu le pourquoi du comment. Il me semblait intéressant de pouvoir envisager les choses sous cet angle de l'engagement au service du développement des compétences. Pour l'info et pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin, vous pouvez regarder sur l'engagement. En fait, il y a 3 types d'engagement parce que ça paraît être une solution miracle, l'engagement, au-delà du fait qu'il faut trouver comment la mettre en œuvre, mais on a l'engagement positif qui, lui, effectivement, est le Graal un peu recherché. Dans l'engagement positif, on va pouvoir l'observer de plein de manières. On va pouvoir observer une participation, par exemple, accrue à la formation, un intérêt, des objectifs dépassés. Donc, on va se dire, OK, on est peut-être en face d'un apprenant en situation d'engagement positif, mais on peut aussi avoir un engagement neutre et un engagement négatif. Et pour le coup, on est quand même dans la notion d'engagement puisque c'est une implication émotionnelle. Et dans un engagement négatif, on peut avoir des apprenants qui potentiellement risquent d'influencer d'autres apprenants qui sont eux dans un engagement neutre ou légèrement positif. Ça va être quoi? Ça va être un apprenant, je reprends l'exemple hein, d'une salle de cours, ça peut être un apprenant qui va volontairement interrompre la session, qui va rejeter en bloc un certain nombre d'informations qui sont amenées, les remettre en cause, mais pas forcément pour les bonnes raisons, qui va peut-être justement s'appuyer sur des sentiments négatifs. Alors, pour quelles raisons? Là, elles sont multiples et c'est ça qu'on peut essayer de creuser. Mais voilà, être attentif à l'engagement, c'est pas seulement être attentif à l'engagement positif et à ce qui fait avancer les apprenants, c'est aussi à ce qui potentiellement peut les faire reculer dans certains cas. Et il y a souvent une comparaison que je prends d'Isaac Gates qui a écrit sur l'entreprise libérée, où je trouve que ça se rapproche, pardon, ça se rapproche assez ces concepts, où en fait il explique que finalement,
dans une organisation, vous avez globalement 15% de personnes qui sont toujours euh, très engagées dans quelque chose, dans un changement, dans des étapes à réaliser. Et quel que soit ce qui se passe, eux vont avancer dans le sens nécessaire. Vous avez 15 autres pourcents qui, eux, seront toujours désengagés. Alors, lui utilise le terme de désengagement, mais moi, je préfère le terme d'engagement négatif parce que ça représente cette traduction des émotions, quand bien même elles ne sont pas positives, mais c'est quand même un engagement négatif. Vous avez toujours ces 15% qui sont presque irrécupérables, j'allais dire. Mais l'enjeu se situe au milieu, sur les 70% qui sont plutôt dans une certaine neutralité. Et l'enjeu, c'est de les faire basculer plutôt du côté positif. Alors, en tant que pédagogue, nous, notre enjeu à tous, c'est de les faire basculer dans ce côté positif, quelque part un peu pour leur bien. C'est quand même un peu au départ le sujet quand on fait de la formation. On est tous d'accord qu'il y a un modèle économique derrière. C'est pour certains nos entreprises, certes, mais si on le fait, ce qui fait qu'on réussit, c'est parce que la personne à la fin a le sentiment d'avoir grandi, d'avoir des outils à sa disposition, des nouvelles compétences développées. Donc, on est toujours sur ce fil de dire que finalement, notre client, qui est aussi notre apprenant, dans la plupart des cas, notre indicateur de réussite, c'est quand même le fait qu'il soit allé au bout de sa formation, qu'il ait appris des choses, qu'on ait pu vérifier et lui démontrer qu'il a appris des choses et qu'il l'ait fait dans les meilleures conditions pour avoir envie de le refaire encore et encore dans sa vie future. Donc cet Alors, enjeu, il est là. Oui, dis-moi. bah, j'ai deux remarques. Je sais pas si c'est le bon moment. Voilà, je suis désolé, mais du coup, dans le chat, Non, on a quelqu'un qui dit voilà, utiliser des outils digitaux pour faciliter le travail collaboratif, même en présentiel, aide non seulement à mettre en pratique un acquis, et aussi de faire découvrir une méthode alternative inspirante, ludique, facilitante ou simplement différente. Donc, c'est motivant a priori. Et il y a une question de Marie-Noël qui dit, n'y a-t-il pas une notion de contrat avec soi-même, mobiliser tous ses potentiels pour mener à bien l'action envisagée? Voilà. oui, tout à fait. Alors, sur la notion de contrat et les outils digitaux, je partage tout à fait effectivement ces deux remarques et qui vont alors dans le sens de ce qu'on se disait, c'est-à-dire que alors la première remarque sur l'utilisation en présentiel d'outils digitaux, en fait, la posture pour aller chercher l'engagement des apprenants, elle n'est pas forcément effectivement exclusive au digital. Par contre, si on prend un exemple très pragmatique, un type d'activité ultra intéressant pour l'engagement, c'est les évaluations par les pairs. Le fait de faire réaliser un travail à une personne, un groupe de personnes, chacun réalise son travail, puis ensuite on répartit ces travaux et on demande à chacune de ces personnes, selon une grille qu'on a fournie, d'évaluer les travaux des autres. Finalement, on place l'apprenant dans un sens d'un moment sur la réalisation de l'attendu. Prendre l'exemple, je sais pas, moi je travaille beaucoup sur le marketing digital. Je vais demander aux apprenants de réaliser un article optimisé pour le référencement naturel. Donc, je vais leur donner la consigne. Et puis ensuite, je vais leur donner la consigne d'évaluer les articles des autres, mais en leur donnant évidemment des grilles d'évaluation organisées pour leur permettre de focuser aux bons endroits. Et en faisant ces deux activités, en fait, on place à la fois l'apprenant en situation de faire et à la fois en situation d'évaluer. Et ce type d'activité, qui est vraiment une activité engageante par nature, on peut tout à fait la faire sans digital. Ce n'est pas le digital qui fait que. Néanmoins, le digital facilite énormément l'accès à ça. Si vous prenez un exemple sur des LMS comme Moodle, je prends Moodle, hein, qui est certainement connu par une grande partie des participants, parce que très grosse utilisation de Moodle. Vous avez une activité, par exemple, à l'intérieur qui s'appelle évaluation par les pairs. Et qu'est-ce qu'apporte le digital? Ça apporte la réactivité. C'est-à-dire que les apprenants trouvent un endroit là où l'ingénieur pédagogique a mis les consignes de l'activité, dépose l'activité, et ensuite la répartition. Parce qu'évidemment, si vous avez 30 personnes, vous ne pouvez pas faire corriger 29 cas à tout le monde, il faut faire des répartitions, il faut faire.
les répartitions se font automatiquement, les répartitions sont automatiques. Et ensuite, chacun suit sa grille, voit les travaux défiler, évalue, se pose les questions. Et ensuite, là encore, le formateur reçoit en fait une note d'évaluation et une note sur la capacité de chacun à avoir évalué en comparant par rapport à la moyenne des notes qui ont été attribuées par les autres. Tout ça, ça peut tout à fait se faire sans digital. Simplement, le temps de mise en œuvre, la logistique derrière risque d'être supérieur au gain apporté, temps de répartir, etc. Là où le digital a son mot à jouer, c'est justement pour faire gagner du temps aux formateurs et aux apprenants pour se concentrer sur l'activité en elle-même. Donc effectivement, après, tout ce qui est travail collaboratif, pour moi, l'évaluation par les pairs rentre dans la notion de travail collaboratif, puisque c'est l'idée de faire produire et que le groupe puisse évaluer. Effectivement, tous ces outils-là vont faciliter la mise en œuvre, le retour instantané. Vous verrez, on parlera un petit peu plus tard aussi de la notion de feedback. Le feedback est un élément constitutif de l'engagement aussi. Le fait que l'apprenant fasse une action et un retour quasi instantané sur son action, c'est extrêmement constitutif de l'engagement. Donc tout ça, il participe tout à fait. Ouais. Et sur la partie notion de contrat avec soi-même, je suis tout à fait d'accord avec vous aussi. C'est souvent d'ailleurs, alors c'est souvent quand on commence une formation, on dit ben voilà ce qu'on va aborder dans la formation de manière à fixer un peu le contrat, en disant voilà c'est ça les étapes par lesquelles on doit passer. Quand on peut amener les apprenants à fixer un contrat avec eux-mêmes en particulier, c'est aussi c'est encore mieux. Et là encore, le digital c'est pas forcément quelque chose d'indispensable, mais ça facilite. On peut tout à fait envisager en début de formation, quand on demande par exemple aux apprenants de s'évaluer. On va faire une formation, je reviens sur la formation référencement naturel. On va poser 5 questions en disant voilà, sur tel sujet, vous vous sentez plutôt comment sur une note de 1 à 5. Voilà, je pose 3-4 questions. Et puis, je peux poser la question à l'apprenant, tu souhaites aller vers quel niveau? Et quelque part, il peut avoir toujours sous les yeux sa progression en fonction des différentes séquences et comparer à l'objectif qu'il s'est fixé lui-même en l'ayant écrit, en l'ayant verbalisé à un moment donné. Le seul petit risque de ça, c'est que l'apprenant sous-évalue l'objectif qu'il pourrait se fixer et qu'en ayant atteint cet objectif, après, arrête en disant bah, c'est bon, moi j'étais à 2 sur le SEO, je suis arrivé à 3 comme j'avais prévu, je ne vais pas faire plus pour aller à 5. Il y a un risque, mais ça peut être quand même intéressant. Là encore, on peut le faire sans le digital, mais le digital permet d'avoir ça sous les yeux régulièrement, d'informer aussi le formateur qui va pouvoir aider à atteindre ses objectifs. Et juste pour, voilà, pour finir sur le contrat, donc Marie-Noël qui ajoute, pardon, cette notion de contrat, c'est peut-être ce qui ferait la différence aussi entre engagement et motivation. Et il y a Youssef qui met Kobe Bryant, donc le basketteur, parlait de contrat avec soi-même en parlant de son régime d'entraînement et de ses objectifs. Voilà, deux remarques. Oui, c'est intéressant d'aller voir effectivement du côté des sportifs de haut niveau parce que pour le coup, le terme se retrouve bien là. La motivation, ça peut pas être suffisant à tout ce qui se passe dans la vie, par exemple, d'un sportif de haut niveau. Effectivement, toute l'abnégation qu'il faut avoir derrière, la régularité, etc. La motivation, elle va être ponctuelle. Je me lève le matin, je peux être motivé ou non motivé. Par contre, l'engagement émotionnel pour atteindre des choses supérieures à ce qu'on aurait imaginé pouvoir réaliser, effectivement, ça passe par l'engagement et probablement en partie par un contrat qu'on s'est fixé avec soi-même. Encore une fois, à nuancer parce qu'on peut se fixer un contrat de dire bah tiens, je veux atteindre mon bac, donc pendant 3 mois, je vais bachoter, je vais tout apprendre par cœur, je vais faire tout ce qu'il faut, je valide mon bac et puis après, à voir. Donc c'est vraiment, ça dépend aussi de la durée du contrat. Est-ce que c'est quelque chose de très ponctuel, c'est de la motivation? Est-ce que c'est quelque chose de plus long terme? On est plutôt sur l'engagement. Merci beaucoup, en tout cas pour vos questions et remarques. Et ça m'amène à vous présenter alors quelque chose que peut-être certains connaissent probablement, qui est issu des travaux d'Edgar Dahl dans les années 40.
je trouve que ça souligne quand même le fait que l'engagement a toujours été un enjeu dans le développement des compétences, que si on ne va pas chercher l'engagement, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on a développé des compétences sans engagement, sans un minimum d'engagement. Et ces travaux-là, en fait, ce que je trouve intéressant dans ce cône de l'apprentissage, c'est qu'il met en parallèle à la fois ce qui est retenu et à la fois ce que les personnes sont capables de faire selon les différents médiums. Et en fait, on voit que plus on arrive sur la base de la pyramide et plus on peut, si on regarde sur la partie droite, considérer qu'on est sur de la compétence. Alors, les premières en sont aussi, être capable de définir, de lister, de décrire et d'expliquer, ce sont des compétences. Mais plus on va vers le bas de la pyramide, plus on se rend compte qu'on donne la capacité à avoir des compétences de mise en application propres à la situation. Donc, je trouvais que cette perspective était assez intéressante pour se dire, bah, plus on engage, et finalement là on a une partie de la réponse, ça reste une partie, mais de comment est-ce qu'on peut engager les différents médiums, les différents euh, approches qu'on peut avoir, plus on engage, plus on va vers à la fois de la rétention élevée et à la fois la capacité à mettre en œuvre dans des situations plus complexes et moins répétitives, moins académiques. C'est le risque, hein. Je peux apprendre dans une situation très académique, mais pas être capable ensuite de transposer dans d'autres situations. Et c'est absolument ça qu'il faut pour dépasser, pour pouvoir dire on est bien dans le développement de compétences. Donc, pourquoi je trouve ce cône intéressant aussi, c'est que finalement, quand on prend le début de la pyramide, lire, écouter, regarder des images, regarder des vidéos, on est sur aujourd'hui le stéréotype de l'e-learning et donc le stéréotype de ce qu'on peut appeler une formation digitale si on reste cantonné à l'aspect e-learning. Euh, j'ai des documents à lire, je l'en écoute, je regarde des vidéos, je fais des quiz. Si je fais des quiz, je commence un petit peu à être dans l'action, mais globalement, je reste sur le début de la pyramide. Toute la complexité et ensuite de se dire bah, comment je peux aller permettre de participer à un atelier pratique, comment est-ce que je peux collaborer. Il y avait la question tout à l'heure sur la notion de collaboration, d'outils collaboratifs en présentiel. Bah, on est quand même sur une des bases de la pyramide. Comment est-ce que je peux modéliser, expérimenter et tout ça, à nouveau, c'est pas exclusif au digital, mais clairement pour ceux qui ont déjà essayé sans le digital, ça pose vite des questions de logistique. Euh, Nous, chez Siado, avant de se dire on va travailler sur l'expérimentation sous format d'outils digitaux, on a exploré plein de pistes autour de jeux dits papier-crayon, quand on veut les opposer au digital, autour même de détournement de jeux de plateau existants à des fins pédagogiques. On a vraiment expérimenté beaucoup de choses. Et en fait, la grosse limite, c'est que pour un sujet donné, à un moment donné, ben en fait, le formateur est plus happé par la logistique que par la mise en perspective des apprentissages. Ça nous a semblé un peu déséquilibré. Alors, c'est bien ponctuellement d'amener quelque chose comme ça, mais pour faire des formations structurellement basées autour de la mise en pratique, des ateliers, etc., ça nous semblait très difficile de, de se priver ou de ne pas intégrer le digital. C'est toujours un grand débat hein, d'ailleurs parce que on travaille beaucoup, comme je disais, avec les écoles, la formation continue, mais c'est souvent dans les écoles le débat, c'est bah non, mais on va pas laisser les téléphones portables ou les ordinateurs aux apprenants parce que sinon ils vont aller faire autre chose. Oui, mais bon, globalement aujourd'hui, c'est accepté que de toute manière ils ont leur ordinateur pour prendre des notes. Donc en fait, la question, leur téléphone, il est là aussi. La question, c'est plutôt comment on utilise ces outils-là pour les faire rentrer avec nous dans la formation et éviter de les faire partir sur autre chose, qui serait en fait de l'engagement neutre. Quelqu'un qui serait autre chose pendant que le cours se passe, il serait juste dans un engagement neutre, mais ce ne serait pas favorable à son développement de compétences. Donc voilà un peu le il me semble
un des outils qu'on peut garder en tête, même s'il était connu probablement d'un certain nombre d'entre vous, un des outils qu'on doit pouvoir garder en tête en tant que pédagogue, en se disant bah, comment est-ce que je peux amener mes formations vers cette base de la pyramide. Et du coup, très souvent, la question d'après, c'est ben, je vais certainement devoir trouver une réponse digitale pour éviter que la logistique ne dépasse le cœur le temps logistique ne dépasse le cœur de ce que je veux réellement amener. Est-ce que vous connaissiez ce cône de l'apprentissage toutes et tous? Enfin, est-ce que ça vous parlait? Alors, Je sais pas si tac, tac. Attends, j'essaie de. Alors, il y en a deux qui mettent oui, et trois non. Donc, il y a deux oui et trois non. super. Bah, écoutez, je suis ravi, en tout cas, même si vous le connaissiez, de vous dire bah, ça peut être un outil auquel il faut penser. Euh, super. Alors, du coup, sur l'aspect comment engager les apprenants et les rendre acteurs actifs de leur apprentissage, j'allais dire, là, on est presque, la réponse est dans la question ou la question devrait être inversée, puisque ce qu'on vient de se dire, c'est que finalement, en rendant les apprenants acteurs et actifs de leur apprentissage, on les engage. C'est plutôt dans ce sens-là. Après, la réponse à comment, elle est multiple, et c'est ce que je disais là, c'est vraiment vaste, parce qu'en fonction de la situation de formation, est-ce qu'on est en présentiel, est-ce qu'on est à distance, est-ce qu'on est avec un formateur sans formateur, est-ce qu'on est blendé, est-ce que l'apprenant est autonome ou est-ce qu'il va travailler au sein d'un groupe? Il y a autant de réponses et de ramifications possibles. Euh, on a parlé tout à l'heure d'un certain nombre de choses. Vous avez mentionné le travail collaboratif, le fait, moi j'aime beaucoup quand on propose des formations, alors c'est plus accepté chez les étudiants que dans la formation continue. Après, c'est des questions de perception, mais euh, j'aime beaucoup aller jusqu'à leur faire construire leur support de cours en disant, bah voilà, ça c'est le sujet, et puis ouais, je vais vous accompagner, vous allez faire le plan, vous allez avoir les éléments parce qu'on on est quasiment sur les fondements de la pyramide, et ça de manière collaborative. Euh, on parlait des ateliers par les pairs. Là aussi, quand vous avez une LMS à disposition qui vous permet de faciliter la logistique, bah, vous pouvez faire vraiment des choses très intéressantes. Ça demande de l'ingénierie amont quand même, parce qu'il faut bien penser à la consigne, comme tout exercice, mais il faut aussi bien penser à la consigne d'évaluation, puisqu'il faut imaginer que la personne qui va évaluer n'est pas un expert comme vous pouvez l'être, donc il faut arriver à bien le guider. Euh, mais je dirais, voilà, tout cet aspect, tout cet aspect échange-partage est important. Là où il faut bien se poser les questions, c'est qu'est-ce qui va générer de l'engagement positif, qu'est-ce qui risque de générer de l'engagement négatif, essayer de supprimer ces grains de sable d'engagement négatif. Et là où c'est encore plus touchy, je dirais, c'est si la formation se déroule dans un contexte sans formateur. Parce que finalement, le formateur, on a tendance à l'oublier parce qu'il fait beaucoup de choses, il prépare en amont, il diffuse, il corrige des notes, il fait tout un tas de choses, mais son rôle in situ, c'est quand même un peu le monitoring de l'engagement par des éléments physiologiques, hein, parfois. C'est tiens, on voit quelqu'un qui est en train de bâiller, qui prend du recul, on l'interroge, il balbutie un peu, on n'est pas sûr. Tous ces éléments-là, on n'y pense pas, mais en fait, c'est une mesure de l'engagement un peu induite, un peu, qui n'est pas forcément scientifique, mais sur lequel le formateur va tenter de réagir et de ramener dans un flow, on va parler dans un instant de la notion de flow, de ramener l'apprenant dans un flow positif. Quand il n'y a pas le formateur, là encore, la question c'est bah, comment on fait. Et du coup, c'est là où le digital doit pouvoir permettre d'apporter un certain nombre de solutions. Alors évidemment, on va rentrer sur des solutions plus techniques.
parce que ces mesures dont on vient de parler, si elles ne sont pas faites par une personne, il faut qu'elles soient faites par une machine. D'une manière ou d'une autre, il va falloir pouvoir mesurer cet engagement à un moment donné. Euh, donc c'est le contexte, encore une fois, de la formation et de l'utilisation du digital. Est-ce qu'on se base sur le digital ou est-ce qu'on utilise le digital? Ça va vraiment changer la manière d'aborder les choses. Et ça m'amène à cette question sur la mise en pratique et l'aide au développement des connaissances, je dirais même des compétences. Euh, je vous parlais à l'instant du concept de flow. Peut-être ça parle aussi à certains. En fait, il y a des travaux qui ont été réalisés dans les années 70, enfin, qui ont été publiés. Alors, je vous transmettrai par écrit le nom de la chercheuse qui a travaillé là-dessus parce que c'est un nom tchèque que je ne sais pas prononcer. Mais dans les années 70, donc on ne parlait pas forcément de digital non plus à ce moment-là, mais qui a émis une théorie selon laquelle euh, il y a une zone de difficulté qui est parfaitement adaptée aux compétences de l'apprenant. Alors ça a été théorisé dans des contextes de jeu, beaucoup. C'est très utilisé comme concept dans le game design, mais ça va au-delà. Et en fait, cette zone, elle fait que l'apprenant trouve un rapport entre la difficulté qu'il a en face de lui et ses compétences qui est juste et qui lui permet au fur et à mesure que la difficulté augmente d'améliorer ses compétences et au fur et à mesure que ses compétences s'améliorent, d'augmenter la difficulté. Conceptuellement, c'est extrêmement intéressant. Ça ressemble à ça dans l'idée, comme on le représente, et je vous montrerai tout à l'heure un exemple. Nous, c'est clairement aujourd'hui un axe de travail de recherche très très fort chez nous, puisque vous voyez ces axes, vous avez donc le niveau de défi ou de difficulté sur les ordonnées et le niveau de compétence sur les abscisses, avec cette zone au milieu qui est appelée le flow, où l'apprenant va osciller en fonction des activités, de ce qui va se passer dans sa formation. Le but, c'est de le maintenir dans cette zone pour éviter d'être soit dans une zone d'ennui, si ses compétences sont supérieures à la difficulté, soit dans une zone d'anxiété, si la difficulté est trop importante par rapport à ses compétences. Et là, à nouveau, le digital a son rôle à jouer puisque soit en présentiel, le formateur peut ajuster ça au fur et à mesure, mais à condition d'être sur des formations quasiment one-to-one, parce qu'en groupe, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, quand vous avez une trentaine de personnes en face de vous, c'est dur pour un formateur d'essayer d'évaluer ça presque intuitivement en se disant est-ce que le rapport difficulté-ennui difficulté-compétence place toujours les apprenants. Quand vous avez un groupe de 30 personnes en face de vous, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc c'est complexe en présentiel et le digital doit pouvoir amener un certain nombre de réponses aux formateurs pour intervenir. Et de l'autre côté, à distance, quand en plus vous n'avez pas tous les marqueurs physiologiques à votre disposition, que vous avez un contexte d'apprentissage qui peut créer de la démotivation, que vous avez peut-être même des gens sans formateur de manière asynchrone, la question c'est comment rester dans cette zone. Vous voyez ici, il y a la deuxième représentation avec les couleurs qui est un peu plus affinée. Et je vous montrerai tout à l'heure, au moment des exemples, si vous voulez, comment nous, on essaie d'utiliser ça pour l'interpréter et pour qualifier là où en sont les apprenants. Il y a deux remarques dans le chat, du coup je me permets de t'interrompre. Il y en Bien sûr. a une qui est sous la forme de question qui dit c'est donc une mise à jour constante de la zone proximale de développement. Ça Oui, c'est une question. Et il y a une remarque de Valérie qui dit le père du flow. Alors je ne laisserai pas le prononcer évidemment, c'est Mieh Ali et un nom un peu bizarre, voilà, qui juste fait la remarque de cette notion de flow, de qui ça vient. Voilà, exact. Si je le vais le nom un peu mettre, je vais le bizarre, mettre dans c'est le chat. Je vais le mettre dans le avec chat plaisir. également. Pour ça, Si comme le ça nom un tout le peu monde voit. bizarre, c'est un nom avec des accents sur les i et Ah, c'est ça. CSI. Mais je ne sais pas du tout le prononcer. Merci du coup merci du coup de l'avoir de l'avoir précisé, ce qui permet à chacun d'aller compléter.
Et effectivement, l'idée, c'est ça, c'est de se dire que la zone optimale, elle est quand même dynamique parce que elle évolue en fonction de l'amélioration des compétences. Alors déjà, avant même d'évoluer, encore une fois, je reprends l'aspect groupe, c'est que nous, la base de nos travaux de recherche, c'était vraiment ça, c'était de se dire, quand un formateur est en face d'un groupe, la complexité pour l'engagement, c'est que l'engagement, il est individuel. Les émotions qui sont créées, elles sont individuelles, déjà parce que les motivations sont individuelles, mais que tout le reste est individuel. Comment un formateur peut-il monitorer 30 personnes en même temps et essayer de réagir? Donc la base, elle était là pour nous et de se dire, déjà, sur un groupe, on n'est déjà pas tous au même stade. Et en plus, la vitesse à laquelle on passe les différents stades, elle va être différente. Donc l'idée, c'est de dire, le digital doit permettre d'amener ça, de simplifier la vie du formateur là-dessus, pour garder cette zone optimale. Parce que voilà, on voit vite que on peut très rapidement tomber dans des zones non favorables à l'apprentissage et donc au développement de compétences derrière. Euh, Globalement, il y a plein d'indicateurs, hein, et si vous voulez creuser sur ce concept de flow, c'est vraiment un concept très intéressant et qui fait voir les choses sous un autre angle. Mais un apprenant qui est clairement dans son flow optimal, comme un joueur, qui encore une fois, ça vient de là à la base, il y a plein de facteurs assez impressionnants qui se passent, notamment la perte de la notion de temps, le côté, le fait d'avoir envie de réessayer, de recommencer, de trouver des meilleures solutions, etc. C'est c'est- c'est assez intéressant à observer. Comme je vous le présente au début, on travaille sur le développement justement de simulateurs pédagogiques. Donc, on a la chance de pouvoir réaliser des formations avec des outils qui, à la base, sont conçus un peu comme des jeux, donc qui embarquent quand même pas mal de ces thématiques et d'observer des fois des réactions d'apprenants qui sont incroyables. C'est-à-dire qu'avant de rentrer dans leur flow, ils peuvent être comme ça, pas trop savoir, pas comprendre, c'est différent de ce qu'ils ont l'habitude, ou parfois ça leur paraît simple, donc ils sont soit dans cette zone d'anxiété, soit dans cette zone d'ennui. Et au fur et à mesure où ils prennent le train en marche, enfin où ils prennent le train, où ils avancent, de les voir finalement tous converger vers une zone comme ça de flow et où on voit des questions, même des temps, typiquement, et encore une fois, ça se voit beaucoup avec les étudiants, quand l'horaire est terminé, s'ils ne sont pas dans le flow, vous le savez 3/4 d'heure avant que ça va être la fin de la formation. Par contre, quand ils sont bien engagés et bien dans leur flow, ça termine à 17 h. Des fois, ils sont là à 18, 18h30, 19 et ça continue. Et ça, c'est un bon indicateur, certes un peu subjectif dans l'idée, mais c'est un bon indicateur quand même de est-ce que les apprenants là sont bien dans leur flow optimal ou non. Euh, Alors juste un élément de timing, il y a un webinaire après toi à midi, donc si tu peux ok, prendre ça en compte, tu vois, reste une et petite ben, dizaine de minutes. et ben Voilà, c'est pour... avec plaisir. Je clôture rapidement et je vous montre des éléments. Comme on a eu des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à continuer à les poser si vous en avez. Comme ça, on clôture sur la dizaine de minutes et je réponds à vos questions en même temps. Euh, on avait un sujet qui était proposé et ça nous amène à ça en fait. Est-ce que la gamification est une solution pour booster la motivation? Et très rapidement, en fait, je vais passer cette question pour la transformer plutôt sur la simulation est-elle une solution pour booster l'engagement? Puisque on l'a vu, la question, c'est pas forcément la motivation si on veut être long-termiste, c'est plutôt l'engagement. Pardon. Et pour répondre sur la partie gamification, euh, oui, je dirais, mais à condition qu'on ne se limite pas à la notion au concept de rewards. En fait, très souvent, quand on imagine l'engagement, on le pense sous l'angle de motivation, et du coup, quand on pense gamification, on pense reward, des points, du score, des badges, etc. qui arrivent. En fait, euh, la gamification, c'est qu'une petite partie des éléments. Ce qui est intéressant derrière, c'est de pouvoir permettre à l'apprenant de fractionner des objectifs globaux
en objectifs partiels, donc de pouvoir avoir des livrables réguliers sur lesquels il va avoir des feedbacks, ce qu'on appelle les boucles de rétroaction, qui vont permettre à l'apprenant de dire, OK, j'ai fait, dans les jeux vidéo, on appelle ça des quêtes, il y a des quêtes longues et à l'intérieur, il y a des sous-quêtes qui permettent à l'apprenant de se dire, OK, j'ai fait cette partie-là, je sais où j'en suis. Et c'est pas le fait d'avoir réussi la quête avec un badge ou quelque chose qui suffit à lui-même, c'est plutôt le fait d'avoir un feedback. Même si la quête est échouée, il peut la recommencer, la réessayer, tant qu'il comprend la raison et tant que c'est rapide à arriver, c'est quelque chose qui est plutôt favorable. Du coup, ces livrables réguliers, ces feedbacks instantanés, la notion de jeu de rôle aussi, je prends le rôle de, j'incarne, qui va souvent avec le storytelling, et puis les aspects coopération, on parlait tout à l'heure de travail collaboratif ou compétition, les deux qui peuvent venir se cumuler. En fait, tout ça, ça dépasse le champ de la gamification à proprement parler, et on est plutôt, si on veut pousser au maximum, dans le champ de la simulation, dans lequel on va créer en fait un écosystème sécurisant qui reproduit tout ou partie d'un métier ou de l'environnement d'un apprenant, en tentant de l'immerger et en lui disant, bah, vas-y, grâce à ça, tu peux faire des erreurs, tu as le droit de faire des erreurs, tu vas observer des erreurs, tu vas observer, apprendre de tes erreurs. Et en fait, si on se pose la question d'une manière, encore une fois, on occulte un petit peu le digital, on le met un peu de côté. Si on regarde en fait les formations qui se basent vraiment sur du développement de compétences, toutes les formations manuelles au départ. Si je me forme à être peintre ou à être boulanger ou à être mécanicien, en fait, la plupart du temps de formation, il va être passé dans des ateliers en face de fourneaux, avec un rouleau de peinture à la main, parce qu'en fait, je vais prendre le rôle d'eux. Alors, je vais le faire dans des environnements sécurisants, effectivement, avant d'aller peindre chez un client, bah, je vais m'entraîner certainement dans une salle prévue à cet effet, ou si je fais une erreur, quelqu'un pourra l'analyser, m'expliquer pourquoi et comment ne plus la faire, comment m'améliorer. Mais globalement, ça, c'est quelque chose qui était avant le digital. On l'a toujours fait, et j'allais dire même l'apprentissage dans la vie, le fait d'apprendre à marcher, on ne nous explique pas avec de la théorie comment on va apprendre à marcher. On marche et puis les parents sont là au début pour nous sécuriser en nous mettant dans un environnement où il n'y a pas forcément d'escalier, et puis en mettant les bras, puis après en enlevant les bras au fur et à mesure. On est dans le faire, dans la simulation, la répétition de gestes, de choses comme ça. Donc voilà, plus que la gamification pour booster la motivation, mais la simulation arrive à simuler des choses pour booster l'engagement et du coup faire adhérer les apprenants et observer l'aspect développement de compétences. Alors, je voulais, euh, je voulais vous montrer, alors en synthèse, voilà ce que je voulais vous dire, c'est qu'à mon sens, plus qu'un enjeu, le digital aujourd'hui, c'est une nécessité pour servir l'engagement des apprenants et faciliter le développement de leurs compétences. Voilà, je pense que comme beaucoup d'outils, on le voit souvent sous un angle trop réducteur, en se disant, des fois souvent sous un angle marché aussi, en disant, c'est un nouveau business model qui apporte beaucoup de choses. Euh, Moi, je pense qu'il faut l'intégrer comme une solution à part entière, quelles que soient les modalités pédagogiques, qui peut trouver sa place pour aller vers ça, qui aide le formateur à accompagner les apprenants, qui aide les apprenants dans des situations autonomes à s'accompagner eux-mêmes en envoyant ce qu'on appelle des indicateurs réflexifs qui vont faire réagir l'apprenant pour le faire recommencer ou pour le faire avoir un autre point de vue. Euh, il me reste quelques minutes, Victor, si je peux montrer Ouais, ce il qu'il en reste est. une minute. Donc, Une minute. ouais. Ok. Bah, alors, Je- j'irai pas. Non, non, mais pas de souci. J'irai pas pour vous montrer ce qu'est un simulateur. Si ça intéresse certains ou certaines, avec grand plaisir, vous avez mes coordonnées ici et je pourrais vous montrer ces notions de simulateur métier. Je me mets à la tête, par exemple, je prends le rôle de DRH et puis je pilote tout un tas de décisions et j'améliore mes compétences euh, autour de ce métier ou de la gestion de projet. Enfin, on peut faire tout un tas de choses. C'est pas forcément, enfin voilà, à mon sens, c'est aujourd'hui ce qui permet vraiment, grâce au digital, d'aller travailler sur la notion de compétence. Par contre, ça ne peut pas être déployé dans 100% des cas.
les mises en pratique, les simulations, vous avez notamment les jeux de Tiagui qui ne sont pas forcément digitaux, mais qui sont quand même des mises en situation qui amènent à la réflexion. N'hésitez pas voilà, si ça vous intéresse d'en parler un peu plus. Je vais m'arrêter là et voilà ce que je voulais vous montrer des tableaux de bord sur lesquels on travaille par exemple. Vous pouvez voir ici la représentation du flow avec les séquences d'apprentissage, l'apprenant à une période donnée versus un groupe d'apprenants pour essayer de situer où chacun en est. Tout ça, c'est mesuré grâce à des traces, déplacement de la souris, nombre de clics, délai de réponse, etc. Bon, voilà, je passe les détails et je m'en arrête là pour respecter le timing. Super, merci beaucoup. En tout cas, tu as un merci et un grand merci sur le chat de la part des participants. Je suis désolé pour cette question de timing qui fait qu'on est un peu obligé d'accélérer Tu la as tout à fin. fait raison, c'est normal. Donc effectivement, il y aura, enfin, le webinaire a été enregistré, donc on vous passera le replay. On pourra mettre aussi tes slides dans lesquels ils pourront retrouver tes coordonnées. Dans tous les cas, tes coordonnées sont présentes sur le site. Si vous Avec voulez, plaisir. voilà, si vous voulez poursuivre l'échange, je pense que c'est un sujet très intéressant. Il y aurait, enfin, ça appelle à des questions et à des démonstrations, à quelque chose de très pragmatique. Voilà, on a au revoir, merci, très intéressant, merci. Tu vois, donc Merci ça a beaucoup. créé, ça a bien pris. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, pour ce webinaire, ta prise de parole dans cette semaine de la compétence. Donc, il y a un webinaire qui s'enchaîne sur les soft skills pour ceux qui veulent. Sinon, bah, bon appétit. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, merci à tous et à tous. Merci Victor. Avec plaisir.